Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Guillaume Demullier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être la présidente du directoire de Roche-Beaubois. Vous présente plus leader mondial de l'ameublement haut de gamme coté à la Bourse de Paris. Je revoyais un peu les dernières publications. 2022, année quasiment historique. Plus de 2% du chiffre d'affaires, 409 millions d'euros. Premier trimestre, ça continue, c'est bien. Bon, ça ne croît pas aussi vite, ce qui est normal, parce que 22% par an, c'est compliqué à faire tous les ans. Premier trimestre, chiffre publié il y a quelques jours, en hausse de 12% au premier trimestre. Est-ce qu'on peut dire que 2023 restera encore une très bonne année, d'ores et déjà, même si elle ne sera pas aussi bonne que 2022? Ah bah si, moi je pense que c'est compliqué d'avoir évidemment une vision sur toute l'année, mais on a une chance, c'est d'avoir des prises de commandes qui sont décalées par rapport au chiffre d'affaires, on avance sur le chiffre d'affaires. En avance de quoi? Quelques mois? De 4 à 6 mois selon les zones. Donc on a une assez bonne visibilité sur ce que devrait être notre chiffre d'affaires de 2023 en connaissant nos niveaux de commandes, nos niveaux de portefeuille aujourd'hui. Il reste quelques mois entre guillemets, de commandes à prendre pour faire l'année. Il nous reste ce mois de mai, juin, les meilleurs juillet. Mois. Alors juillet est un gros mois. Là, on est plutôt, les mois de printemps sont plutôt, la saisonnalité classique de l'ameublement, c'est d'assez fortes commandes janvier, février, mars. Et puis, une fois que la rentrée scolaire est passée, octobre, novembre, jusqu'au début du mois de décembre, juste avant Noël, c'est le moment où les clients sont le plus intéressés par leur ameublement. Donc, c'est ces mois-là qui sont des gros mois de commandes. Bon, avec, il y a la France, évidemment, la France, je crois que c'est 28% du chiffre d'affaires global. Aujourd'hui, c'est les États-Unis qui sont notre premier marché avec un peu plus de 35%. Voilà, à la fois premier marché et marché qui croît plus vite. Vous me direz, les deux vont de pair. Absolument. Et donc oui, l'année 2023 sera une année au moins aussi bonne que l'année 2022, ça c'est certain. Donc ça sera une nouvelle année record. Après, effectivement, la croissance se ralentit clairement, parce qu'on a atteint aussi des niveaux. Vous disiez, on était à 409 millions de chiffre d'affaires. Rappelons-nous que pré-Covid, on était autour de 250 millions. Donc on a une croissance très forte et cette croissance, on la maintient. C'est juste le rythme de la croissance. Donc quelque part, vous avez changé de dimension, Roche-Beaubois, avant et après Covid. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, parce que on a des collections qui ont évolué, on a des niveaux aussi de prise de commande, des niveaux de volume qui nous permettent d'être plus présents en publicité. On a augmenté notre budget publicité de 45% dans cette période, donc on a la chance de pouvoir toucher des médias en France, aux États-Unis, qu'on ne touchait pas forcément avant, donc on est plus présent chez les clients, on a pu travailler sur nos produits, on a pu installer des best-sellers très forts, et puis on a aussi travaillé sur notre réseau retail, puisque on a plus de moyens pour être... Combien de magasins en tout? 333 magasins, dont 150 en propre. Voilà. À terme, vous avez vocation à avoir 100%. En propre? Ouais. Non, pas parce 100%, mais... Non, la franchise a plein d'intérêts. Le groupe s'est construit avec la franchise. On a été probablement le premier franchiseur historique dans le domaine du meuble. C'est comme ça que les fondateurs ont construit le groupe. Aujourd'hui, la franchise, elle a beaucoup d'atouts. Elle nous permet d'être présents dans des villes moyennes ou petites dans lesquelles on ne serait pas en propre, parce qu'on n'a pas forcément la taille critique, on n'a pas forcément les connexions locales. Voilà, on a un franchisé à Agen, en Corse par exemple, dans des villes où... vous n'avez pas vocation, magasin que vous n'aurez pas vocation à racheter? Non. Parce que trop petit. Parce que trop petit et parce que les connexions locales sont aussi très importantes dans des plus petites villes. Vous envoyez un salarié qui a fait ses preuves à Londres, à New York, vous allez l'envoyer sur la Côte d'Azur, il va probablement faire un excellent score. Vous l'envoyez à Agen, ça va être plus compliqué parce qu'il n'aura pas les connexions. Bien sûr. Donc ça, c'est important pour des villes plus petites. Et puis c'est aussi important sur des territoires de conquête. On ouvre cette année pour la première fois en Australie, par exemple, on ouvre avec un franchisé.
y aller en propre, mettre en place une structure, un directeur de pays. C'est un poisson pilote, en gros, le franchisé. Et d'ailleurs, si ça marche et que le magasin est gros, vous rachèterez. C'est ça, là, un peu la stratégie. Peut-être un jour, mais c'est des choses à long terme. Dans l'Est de l'Europe, c'est pareil. On est ouvert à Budapest depuis 3 ans avec un franchisé qui fait un super boulot. Voilà, lui aussi, il a les bonnes connexions, il développe la marque. Dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, peut-être, mais il aura le temps, lui aussi, de travailler avec nous, d'installer la marque, de faire de la publicité, etc. Donc, c'est pas des stratégies à court terme. Aux États-Unis, par exemple, on y est depuis 1974. Ouais. On a commencé les rachats dans les années 2000 et on vient, parce que ça a super bien marché, évidemment. 40 magasins aux États-Unis, dont 35 en propre. C'est ça. Sur la zone Amérique du Nord, parce que les magasins franchisés qui restent aujourd'hui sont les magasins au Canada. D'accord, ok. Voilà. Donc, sur la zone Amérique du Nord, effectivement, 40 magasins, 35 en propre, et on est dans les dernières phases de rachat aujourd'hui. C'est un best-seller, pardon, qu'on voit, le canapé qu'on voit là. Bien sûr. Le Bubble, c'est devenu notre numéro 1. C'est vrai ? Ouais. J'en étais sûr. Ouais, il vaut combien déjà, celui-là ? Celui-là, c'est autour de... Alors, il y a plein de configurations de tissus différents possibles. On est autour de un peu en dessous de 4 000 € en prix d'entrée. Est-ce que... c'est intéressant parce qu'on a compris qu'en France, vous êtes positionné en premium, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais à l'étranger, vous êtes perçu comme une marque de luxe. Absolument. Mais ça veut dire que le même produit sera vendu plus cher. Et comment expliquer cette perception ? Et le même produit donc sera vendu plus cher parce que c'est du luxe Alors, les deux sont... Effectivement, les produits sont vendus plus cher aux États-Unis parce qu'effectivement, il y a un niveau de vie aux États-Unis qui nous permet de vendre plus cher, parce qu'il y a aussi une concurrence essentiellement américaine qui a un niveau de prix très élevé dans le premium luxe, et puis parce qu'on a été capable d'installer la marque à des niveaux effectivement très élevés. En France, la marque est perçue comme premium, elle est là depuis plus longtemps. Elle est là aussi, comme on l'a dit, très maillée sur le territoire. On a 75 magasins en France, donc on touche des clientèles. Donc combien en propre ? Dont aujourd'hui quasiment 50, puisqu'on vient de racheter, on a fait une grosse opération cette année, où on a racheté 13 magasins du franchisé du Nord, qui allait jusqu'à Amiens et Reims. On a racheté aussi le magasin de Rennes. Donc aujourd'hui, on vient, il y a quelques semaines, parce que c'est une opération qu'on a réalisée en 3-4 mois, beaucoup plus rapide que ce qu'on a pu faire aux États-Unis. On a aujourd'hui effectivement une couverture en propre en France qui est en forte croissance. Donc, si je ne dis pas de bêtises, il nous restait 25 ou 30 magasins franchisés en France. Donc, on est majoritairement en France. Et donc perçu, en France également aujourd'hui en propre. Perçu comme du luxe, moi c'est un truc que je trouve génial. Comment vous avez fait pour avoir cette perception ? Parce que c'est French way of life, c'est quoi oui, effectivement, il y a la francitude, il y a l'art de vivre à la française, le French art de vivre qui est notre baseline. Et puis, il y a eu un travail qui a été fait avec les franchisés, puis en propre depuis 10 ans, 15 ans, où on a des magasins en propre, justement, de travailler. Donc les magasins américains sont plus rentables pour vous puisque vous vendez plus cher. Oui, et puis ils sont aussi plus gros en moyenne. Donc on a des gros magasins qui font du chiffre. Donc oui, ça a été tout un travail autour de la marque, autour du marketing, autour des partenariats, pour positionner très haut la marque aux États-Unis. La Chine, vous y êtes depuis l'an 2000. Oui, absolument. Vous avez doublé votre volume d'affaires en 2 ans là-bas, 100% en franchise. Il y a une taille critique à avoir là-bas. Est-ce que vous avez aussi vocation à avoir vos magasins en dur en Chine ? Quelle place pour la Chine dans le... Il y a clairement une place pour la Chine dans une vision propre de la marque. Alors, il y a des contraintes... C'est trop tôt aujourd'hui ou... Ça commence à être le bon moment et la bonne taille critique pour discuter avec le franchisé, oui. C'est le bon moment. Après... Combien de magasins aujourd'hui en Chine ? Une quinzaine. Ouais. Après, autant aux États-Unis, on a toutes les structures... et tout le savoir-faire pour être 100% en propre et pour gérer, pour développer le réseau américain, autant en Chine, il y a des complexités de marché, il y a des complexités d'environnement économique qui font qu'on est plus à l'aise avec une association qu'avec un rachat.
Évidemment. Clientèle haut de gamme, évidemment, on a compris, mais quelque part qui se fiche un petit peu des hausses de prix. On a parlé de l'inflation, vos prix augmentés en moyenne, je crois, de 5%, c'est une moyenne à l'échelle du groupe, ça? Un petit peu plus, plutôt 10% l'année dernière, ouais, lié aux matières premières, lié à l'énergie. Et ça passe crème, c'est-à-dire qu'en fait, les clients, finalement, vos clients, parce qu'ils ont les moyens, ils s'en fichent un petit peu? On a la chance d'avoir une élasticité prix assez forte, effectivement. Oui, on dit la même chose. Oui, c'est ça. Vous dites de manière plus pudique. Oui. Après, c'est extrêmement difficile. On n'a pas eu d'impact négatif sur les volumes, c'est évident, on le voit dans les chiffres. C'est ça ma question. Parce que le chiffre d'affaires augmente de 20%, mais donc si les prix augmentent de 10%, c'est-à-dire qu'il y a comme un effet volume de 10%. Bien sûr. Et on a aussi un petit peu d'effet change aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, on a moins augmenté les prix qu'en Europe, puisqu'on a profité de cet effet change. Ah oui, c'est vrai. Donc l'effet change, l'effet change aux États-Unis, c'est aussi ce qui nous a permis de couvrir les augmentations de nos fournisseurs en Europe. 10% de hausse l'an dernier de vos prix, et cette année? Cette année, rien. Aujourd'hui, on est plutôt dans une logique avec nos fournisseurs de renégocier. Alors, on y est. C'est difficile, hein, c'est très compliqué. On entend la même chose sur la grande distribution. C'est compliqué même dans un contexte où aujourd'hui les matières premières se stabilisent, où certaines commencent à diminuer, voilà, sur les métaux par exemple. Ouais. C'est moins évident sur le bois, sur les composites, mais on est en tout cas dans une stabilisation et dans un peu de baisse. Parce que vous ne produisez pas, on l'a pas dit, pardon. Non, effectivement, on travaille avec des fabricants qui sont des partenaires de très long terme. Portugal, Italie, France, tous européens. Donc c'est des gens avec qui on peut discuter, c'est des gens avec qui on a passé les difficultés des pénuries de matières premières, des augmentations, etc., main dans la main. C'est aussi des partenaires qui ont réussi à absorber nos augmentations de volume. C'est quelque chose qui n'était quand même pas évident, hein, de passer en 2 ou 3 ans de 250 millions sur nos magasins en propre à 410 millions de chiffre d'affaires, avec des augmentations aussi très fortes de volume sur nos franchisés. Donc ça s'est bien passé. Aujourd'hui, voilà, nos discussions avec eux, c'est clairement de ne pas avoir de nouvelles augmentations, parce qu'on ne veut pas aller trop loin, on ne veut pas trop jouer avec l'élasticité prix, c'est un jeu dangereux quand même. Ouais. Et puis voilà, on veut rester compétitif vis-à-vis de nos clients, et on commence à discuter de revenir sur certains points, ou avec un calendrier, à des prix un peu plus bas, et de faire une partie au moins du chemin qu'on a fait en termes d'augmentation sur ces 2 dernières années. Alors, il y a les partenaires, il y a les clients, il y a aussi les actionnaires, peut-être côté à la Bourse de Paris. Oui. Vous avez choisi vos actionnaires cette année. J'ai vu ça. Vous avez distribué 80%. Oui, absolument. On a distribué un total, on a fait un acompte sur dividende au mois de décembre de 1 euro. On fait ça doit être voté à l'Assemblée Générale du 15 juin, on va faire donc 1,25 euro, donc 2,25 €, alors que le bénéfice net par action est à 3,10 €. Donc oui, effectivement, c'est un bel effort vis-à-vis de... Cet effort de verser, de reverser 80% de vos résultats, c'est une année, ou est-ce que ça y est, maintenant c'est la nouvelle norme? C'est aux actionnaires de choisir. C'est difficile à dire, mais clairement, on a eu la chance sur ces dernières années, là aussi parce qu'on a changé de dimension, de générer beaucoup de cash. Ce cash nous permet de couvrir des investissements. On a aujourd'hui, cette année, un budget d'investissement, y compris rachat de franchisés, qui est au-delà de 20 millions, quand on était à 6 millions il y a 4 ans. Donc, on investit, on a la capacité de payer des dividendes importantes, et on a aussi une trésorerie, entre guillemets, de sécurité qui est très importante, puisqu'on est au-delà de 70 millions de cash net. Donc voilà, il y a un moment, il y a une dizaine d'années, le groupe était endetté, avait peu de cash, ça donnait moins de moyens, moins de possibilités, moins de capacité d'investir. Aujourd'hui, à partir du moment où on a la capacité d'investir, où on a cette solidité financière avec ces réserves de cash, il n'y a pas besoin d'avoir 200, 300 millions de réserves de cash. Donc on a cette possibilité de couvrir nos besoins, et donc de payer davantage de dividendes également, tout en assurant la croissance du groupe. Il se passe quelque chose, on finit là-dessus, sur le titre. L'action gagne 20% depuis le début de l'année. Est-ce que, oui, ça y est, il se passe...
Très clairement, il y a beaucoup de signes d'attention de la part d'investisseurs, de fonds d'investissement, parce qu'on a peut-être mis un peu de temps à être connu, parce que voilà, on est une valeur un peu atypique, c'est difficile d'avoir des comparables. Il y a peu de sociétés du meuble qui sont cotées. On n'est pas qu'une société de l'ameublement, on est aussi une société qui confine au luxe sur un certain nombre d'aspects. On en parlait aux États-Unis. Donc voilà, il a fallu un peu de temps pour se faire connaître. Le titre a eu un très beau parcours dans ces dernières années, puisqu'on s'est introduit à 20 € en 2018. On a été longtemps entre 18 et 20, et puis on a progressivement franchi les différentes résistances à 30, à 35, et puis plus récemment au-delà de 40. Donc ouais, je pense qu'on commence à être plus connu, plus écouté par les investisseurs. Le fait de payer aussi des dividendes significatifs, ça rend la valeur Roche-Beaubois attrayante. Donc oui, il y a plus d'intérêt clairement, et il y a plus d'entrants, et donc voilà, ça permet de venir peser couronner, favorablement. et puis de venir couronner aussi le travail effectué. Je veux dire, ça ne tombe pas du ciel. Hein. Peut-être, ouais. Bon, en tout cas, merci de passer nous voir. Guillaume Dumullier, président du directoire de Roche-Beaubois, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci.